Bonjour, bonjour, bonsoir, chers amis. Vraiment, c'est notre troisième cours et je vais diviser ce cours en deux parties. Et vous allez voir pourquoi. C'est exactement ce que je suis en train de faire maintenant. Je vais permettre à nos amis qui écoutent tout ça sur WhatsApp de pouvoir participer avec nous. Bonjour, bonjour, bonjour pour nos amis qui participent sur WhatsApp. Hein? Nous allons diviser le cours en deux parties. Il y a une partie là où ce que nous allons faire, nous allons vraiment regarder avec vous, nous allons essayer de faire la différence entre une organisation privée et une organisation publique. Ensuite, nous allons voir le point de vue, les débuts du management, mais surtout avec Taylor. Et dans la deuxième partie, nous allons voir notre ami Fayol. Et ensuite, je vais vous parler aussi des théories les plus citées en gestion. Donc, la différence entre les organisations publiques et les organisations privées. Vous savez, il y a plusieurs écoles, hein, plusieurs écoles de pensée. Il y a des gens qui se concentrent, des gens comme notre ami Zal, Yazal et Wemsley, et qui ont essayé de donner des points de vue. Ils ont dit que qu'il faut regarder les critères de propriété et des sources de financement, c'est-à-dire qui sont les propriétaires des organisations privées d'un côté, et il faut regarder aussi qui finance. Okay? Ça, c'est des questions que vous pouvez vous-même répondre. Hein? Organisation publique, c'est l'État. L'État, c'est nous. Hein? Les organisations privées, bien sûr, ce sont des investisseurs, des gens qui investissent leur argent. Okay? Il y a un autre théoricien qui s'appelle Blow, mais il a écrit un livre avec Scott. Blow et Scott, ils ont proposé une autre classification qui est basée sur ceux qui profitent de l'organisation. C'est un point de vue. Hein? Ceux qui profitent. Si je suis le propriétaire d'une organisation privée, je vais en profiter, c'est normal. Mais en ce qui concerne les organisations publiques ou une organisation publique, ça va être nous autres encore, l'État. Et il faut comprendre le concept de c'est ce qu'on dit État, l'État. L'État, par exemple, laissez-moi vous donner un exemple. Par exemple, au Parlement, normalement, nous sommes représentés au Parlement. Et là, puisque nous avons d'autres choses à faire, nous allons voter quelqu'un qui va nous représenter au Parlement. C'est pour cette raison qu'on dit qu'on donne un vote de confiance et puis on demande à cette personne de nous représenter. C'est pour cette raison que lorsqu'il nous représente, c'est nous autres qui sommes au Parlement. C'est nous autres qui travaillons au Parlement. Et il y a une troisième caractéristique qui a été proposée par Anthony Downs. Anthony Downs a dit que la caractéristique distinctive d'une organisation publique est l'absence de marché externe. Il n'y a pas de marché externe. Ça veut dire qu'il n'y a pas de compétition. Une organisation publique n'est pas en concurrence avec les autres. Et vous pouvez voir ça et vous pouvez même regarder ça vous-même. Lorsque la Téléco était là, Téléco, puisque c'était privé et c'était public, il n'y avait pas de compétition en tant que telle. Okay? Maintenant, si on regarde, les choses ont changé, il va y avoir une compétition entre ce qu'on appelle les organisations privées. Okay? Ces trois auteurs nous ont présenté trois points de vue qui sont vraiment éclairants, mais qui ne donnent pas une vue d'ensemble des différences entre les organisations privées et les organisations publiques. Voilà pourquoi
qu'il y a 3 chercheurs en administration publique. Ils ont obtenu des résultats plus complets. Leur nom, c'est René, Bakoff et Levine. Ils ont proposé ça au début des années 60, au milieu des années 70, plus précisément 1976, et ils ont proposé 3 points principaux. D'abord, ils ont parlé des facteurs de l'environnement. Par exemple, la soumission aux lois du marché, les contraintes. Il y a la soumission aux lois du marché, la concurrence. L'organisation privée, c'est vrai, l'organisation publique n'a pas vraiment de concurrence. Ils ont parlé aussi, comme facteur de l'environnement, les contraintes légales. Par exemple, pour avoir une patente, si le gouvernement décide de mettre en place une organisation, le gouvernement n'a pas besoin de patente, ou du moins pas pour tout de suite. Mais et pourtant, l'organisation privée a besoin de tout ça. OK? Et deuxièmement, il y a les relations entre l'organisation et son environnement. Il y a le caractère coercitif de certaines activités gouvernementales. Il y a des contraintes, des participations obligatoires, taxes à payer, etc. Là, l'organisation privée doit le faire. OK? Il y a aussi un élément important dans la relation entre l'organisation et son environnement, ce sont les attentes du public. C'est ce que nous appelons l'imputabilité. C'est un concept qui est très utilisé. Ça veut dire l'organisation publique est imputable. Ça veut dire les citoyens peuvent demander des comptes à ces organisations-là. Okay? On n'est pas satisfait de ceci. Et pourtant, le privé, bien sûr, les clients peuvent ne pas être satisfaits, mais ce n'est pas de la même façon. Et puis, troisièmement, il y a les structures et processus internes. Par exemple, l'organigramme d'une organisation privée n'est pas un organigramme, c'est la représentation schématique de la structure. Organique pour organisation, gramme pour dessin, c'est le dessin de l'organisation pour l'organigramme. L'organigramme est vraiment l'organigramme est vraiment différent. OK? Par exemple, dans une organisation privée, vous allez voir conseil d'administration, une grande organisation, conseil d'administration, ensuite PDG, ensuite les directeurs généraux. Alors, je parle directeur généraux dans l'exécutif, par exemple, directeur général et directeur général adjoint. Et ensuite, vous allez avoir les directeurs de service, ou les directeurs des fonctions, comme ressources humaines et production, finances, etc., etc. Les structures sont vraiment différentes si on regarde ce qui se passe dans une organisation privée. OK? D'accord? Maintenant, voyons Taylor, notre ami Taylor. Taylor nous présente, comme je vous l'avais dit, Taylor nous présente le management scientifique. Pour Taylor, tout doit être scientifique. Et il va nous dire tout de suite, le mal du siècle, c'est l'inefficacité. Donc, on dit, alors c'est des choses que j'ai lues, on dit que Taylor comptait même ses pas pour aller dans sa cuisine. Pourquoi? Parce qu'il voulait toujours faire le chemin le plus court. Donc, c'est quelqu'un qui était éminemment scientifique. C'est quelqu'un qui voulait toujours faire les choses de façon efficace et de façon efficiente, parce qu'il voulait toujours avoir un rendement. On est là, un retour sur son investissement. D'accord? Et Taylor, c'est un Américain qui a vécu de 1856 jusqu'en 1917. C'est l'un des membres fondateurs de la théorie des organisations. Le management doit être vraiment scientifique. Comme je vous dis, il faut appliquer des méthodes scientifiques. Et méthodes scientifiques. Pour lui, alors si on vous parle maintenant des idées qu'on retrouve, il parle de division horizontale des tâches. C'est des tâches spécialisées, c'est la même chose. Marketing, production, c'est horizontal.
C'est la division horizontale des tâches et on fait une sélection. La sélection doit être scientifique. Ça veut dire on recrute l'individu le mieux capable d'accomplir la tâche. Ça veut dire c'est pas mon ami là. C'est au plus capable. Le poste doit être au plus capable. C'est important. Pour Taylor, il faut donner de la formation, l'entraînement, il faut entraîner l'ouvrier, il faut appliquer les méthodes scientifiques du travail. Ensuite, la division verticale du travail. Verticale, ça veut dire en commençant par le conseil d'administration, directeur général, mais c'est la ligne verticale. Ici, c'est staff, ici, c'est line. Ligne verticale, ça veut dire il y a des superviseurs, et ensuite, c'est la mise en place d'un système de contrôle très strict. Parce que pour Taylor, si on n'est pas strict, on n'aura pas de bons résultats. Hein? C'est de mettre en place un système pour pouvoir dévier les mauvaises façons de faire des employés. Pour lui, il faut donner la carotte et le bâton. Donc, c'est vraiment le point de vue de notre ami Taylor. Hein, et pour lui, c'est une meilleure. Tout ça va nous amener, tout ça amène à une meilleure efficacité de one best way. OK? Bon, alors les dirigeants sont là, les dirigeants doivent s'impliquer. Pour lui, les dirigeants ont la responsabilité de s'assurer de l'utilisation de ces méthodes et de veiller à leur bonne application. Et il faut rationaliser le travail. Ça permet une introduction de gestion scientifique, comme on dit, la rationalisation. Et on évalue la durée nécessaire pour pouvoir exécuter une tâche. On est là, on met, comme je vous dis, un système de contrôle qui doit être bien suivi. Et c'est ce monsieur-là qui a même, c'est lui qui a inventé ce qu'on appelle le travail à la pièce, ce qu'on appelle les piece rate system. Piece rate system, ça veut dire la personne travaille et puis on paye cette personne-là pour ce qu'on appelle travailler à la pièce. Vous fabriquez une plume, on vous paye pour la plume, etc., etc. C'est un système de rémunération pour lui qui est très incitatif. C'est un salaire fixe et un salaire variable aussi. Ça veut dire, si la personne travaille beaucoup plus, la personne va obtenir beaucoup plus d'argent. OK? Et là, c'est notre ami, on appelle ces méthodes OST, c'est l'organisation scientifique du travail. Donc, Taylor, c'est OST, l'organisation scientifique du travail. D'accord? Merci beaucoup. Là, c'est vraiment notre première partie et à bientôt.